Non, parce qu'en fait, l'objectif du livre, c'est pas tant de faire des propositions en disant on va changer de système parce qu'on le veut. On peut le vouloir. J'avais écrit un petit opuscule il y a 1 an et demi qui s'appelle Contre la monocratie, 50 propositions pour revenir sur le présidentialisme. C'était aux éditions du Bord de l'eau, où là je faisais des propositions qui étaient des propositions de changement. L'objectif du dernier bouquin, c'est de dire en fait, c'est pas une volonté, c'est quelque chose sur lequel en fait on doit se retrouver parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on est parti tout à l'heure du principe que un président de la République était élu et que derrière il avait une majorité. Ce qui s'est passé pendant longtemps. Ce qui s'est passé pendant longtemps. Mais ça, on le naturalise comme si c'était une nécessité physique, mathématique. Sauf que le mode de scrutin majoritaire à 2 tours n'a pas donné de majorité dans ce pays avant 1962, alors que, dans sa forme à peu près actuelle, il date du Second Empire. Ça a été le mode de scrutin de toute la Troisième République. Et quand De Gaulle et Debré pensent à l'équilibre du régime, Debré veut un scrutin majoritaire à 1 tour. Comme en Grande-Bretagne, parce que le modèle de Debré, c'est vraiment la Grande-Bretagne. Et De Gaulle lui dit non. Non, parce que déjà, c'est pas dans notre tradition. Et puis ensuite, en 1953, les travaillistes l'avaient emporté en voix, mais ils avaient perdu en siège. Et donc, et on retrouve ça plusieurs fois dans l'histoire britannique ou canadienne, vous avez un parti qui l'emporte en voix, mais qui perd en siège. C'est un mode de scrutin qui est connu pour avoir ces effets pervers d'inversion des résultats électoraux. Donc ça paraît un peu compliqué. Et De Gaulle dit, en fait, on va remettre le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, qu'il n'institue pas en valeur cardinale. Il était pour la proportionnelle en 1946, ça lui permettait d'écarter les communistes, et il est pour le mode de scrutin majoritaire à 2 tours en 1958, ça lui permet à l'époque d'écarter les communistes. Donc voilà, il est très pragmatique De Gaulle, il fait absolument pas du mode de scrutin une valeur, c'est un instrument politique pour lui. Mais en faisant ça, il est persuadé, comme Debré, qu'il n'y aura pas de majorité, que le mode de scrutin majoritaire à 2 tours ne produira pas de majorité. Et encore une fois, ils sont les premiers surpris par la vague majoritaire en 62. Il y a 2 conditions pour que ce mode de scrutin donne des majorités. La première condition, on l'a évoqué, c'est ce jeu de ricochet. La deuxième condition, c'est la bipolarisation. Il se passe un truc en 58 qui n'a rien à voir avec la Constitution. L'hémicycle de 1956, la dernière élection de la 4ème République, c'est quoi ? Il y a 25% de communistes. On ne peut pas s'allier avec eux parce que depuis 1947, période de guerre froide, ils sont ostracisés. Il y a 8% de pujadistes, on ne peut pas s'allier avec eux, c'est des pujadistes. Et il y a 4,5% de gaullistes, on ne peut pas s'allier avec eux parce que De Gaulle ne veut pas. Je gouverne donc sur les 2 tiers de mon assemblée, et sur ces 2 tiers de l'assemblée, ça pèse à peu près 50% de l'électorat. Les partis avec qui je gouverne sont des partis relativement minoritaires et qui d'ailleurs sont d'accord sur rien. C'est la vraie faiblesse de la 4ème République. En 1958, qu'est-ce qui se passe ? On réintègre les gaullistes. La droite, tout d'un coup, est au complet parce que les poujadistes disparaissent. Et avec le programme commun, on réintègre les communistes. Quand la droite est au complet, elle est hégémonique. Ce qu'a compris Mitterrand, c'est que si on réintègre les communistes, on offre un autre pôle. Et qu'à ce moment-là, peut se mettre en place un jeu d'alternance. La Ve République tient, dans son modèle classique, par cette bipolarisation. J'ai une droite, une gauche et un scrutin majoritaire à 2 tours qui permet l'alternance et les majorités absolues. Regardez là, on n'a plus de bipolarisation. Et on pourrait se dire, cette absence de bipolarisation, c'est un accident, c'est quelque chose. Non. Regardez la sociologie électorale, on a 3 blocs excessivement étanches d'un point de vue électoral, et 3 blocs, ça ne donne plus de majorité absolue. Et à partir de là, on n'a pas changé de constitution, on n'a pas changé une virgule, on n'a même pas changé de mode de scrutin, mais on a nécessairement changé de système. Et c'est pas un choix politique, c'est-à-dire c'est pas de dire non, vous êtes contre le présidentialisme, nous on aime bien le présidentialisme. Non, c'est pas être contre le présidentialisme, c'est constater un fait électoral et en tirer des conclusions institutionnelles. Et à partir de là, qu'on le veuille ou non, la période de la Ve République présidentialiste, elle apparaît très compromise. Je comprends. Du coup, j'ai mieux la logique en tête. Vous avez fait un livre de propositions il y a 1 an et demi, et en fait, on sortirait du présidentialisme sans même le vouloir, par la force des choses, quoi. Et du coup, on se retrouverait en France
à l'avenir, comme on s'est retrouvé récemment, sans majorité claire, et donc dans l'obligation de faire une coalition. Et pourquoi est-ce que ça a été si difficile en 2022, en 2024, surtout en 2024? Alors d'abord, c'est pas une affaire de culture politique. Moi, je commence à avoir les poils qui se hérissent quand on me dit oui, la culture politique de la France, blabla. En fait, lisez des auteurs de la 4e République. Il y en a plein. Ils disent aux gaullistes, un président il est au suffrage universel direct. Non mais en fait, tout à fait sérieux. On a fait ça sous la 2e République, ça finit en empire. C'est pas dans notre culture politique. On est la plus vieille démocratie parlementaire du continent. On fait des compromis depuis la Restauration. Vous allez quand même pas nous imposer un modèle néo-bonapartiste dont on sait très bien que dans ce pays, il a jamais vivoté plus de 20 ans. Et d'ailleurs, les partis politiques, en 58, pensent que le gaullisme et le pouvoir gaullien, c'est une parenthèse. Et en 65, première élection au suffrage universel du président de la République, le Parti communiste se dit on va quand même pas y aller, cette élection elle sert à rien, c'est un jouet de Gaulle, il va se représenter, il va tout écraser. Les élections ensuite, les vraies élections dans ce pays, c'est les élections législatives, on ne présente pas de candidat. La SFIO se dit la même chose, mais la gauche se dit quand même qu'il faudrait qu'on ait un candidat face à De Gaulle. Il n'y a pas un type qui servira à rien, qui est mort politiquement, qu'on pourra envoyer pour perdre. Je me souviens de quelqu'un, il organisait des attentats contre lui il y a quelques années, et de toute façon, il est mort politiquement, il est grillé, il est trop vieux, donc autant l'envoyer. Le quelqu'un en question, c'est François Mitterrand. Et donc, on envoie Mitterrand pour perdre face à De Gaulle. Mitterrand a compris qu'on avait quand même changé de système. Et que l'élection au suffrage universel du président de la République, la recomposition, etc., changeait le système. Et il y va. La plupart des livres écrits par les politiques, d'abord, ils les écrivent pas. Je n'irai avoir tenu ce propos. Merde, on a enregistré. Et deuxièmement, ils sont pas bons. Il y en a un quand même qui mérite d'être vraiment cité, c'est le coup d'État permanent. Mitterrand, la force de Mitterrand, c'est qu'il a absolument tout compris avant les autres à la Ve République. Et Mitterrand a compris que cette élection-là allait compter. Mais les autres partis vont mettre 10 ans à comprendre que c'est pas un moment de Gaulle, qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 58 et surtout en 62. Et peu à peu, ils vont s'adapter. Et ils vont tellement bien s'adapter qu'aujourd'hui, en effet, ils sont devenus des écuries présidentielles qui n'ont qu'un but, c'est gagner les élections présidentielles en étant persuadés que tout suivra derrière. Et là, ça crée un effet d'inertie. Mais cet effet d'inertie, elle existe. Notre problème, c'est pas un problème de culture. Le problème, c'est un problème de structure. Qu'est-ce qui change en 62 ? La structure du régime politique. Qu'est-ce qui a changé ici ? La structure également. Il faut en revenir là-dessus au mode de scrutin, pour le comprendre. Le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, ça peut produire des majorités absolues en cas de bipolarisation, mais ça a un autre effet, c'est que ça fige vos alliances préélectorales. En d'autres termes, admettons que vous soyez un député socialiste. Vous avez été élu grâce au NFP. Si demain, vous avez un candidat insoumis face à vous, eh bien, la base électorale qui a été la vôtre, elle va se cliver, et donc vous ne passerez pas au 2e tour, et vous perdrez votre siège. Donc, le fait de retrouver votre alliance préélectorale est nécessaire et vital pour pouvoir demain vous représenter et regagner votre siège. Et dans ce cadre-là, une fois que les élections sont passées, et que vous avez fait alliance avec la France insoumise, vous n'allez pas dire aux macronistes « En fait, on a fait alliance avec eux, mais là, on va faire alliance avec vous ». Prenez, là, je parlais de tripolarisation tout à l'heure, prenez les dernières élections législatives. En cas de second tour entre un socialiste, pas un NFP, un socialiste et un RN, il n'y a que 50% des électeurs centristes qui ont voté pour le socialiste. Donc d'un côté, vous n'avez aucune ressource en voix, ou pas beaucoup, et de l'autre, vous avez potentiellement des candidats de votre camp politique, de la gauche, qui vont vous tailler des croupières. Si vous changez d'alliance, vous êtes mort. Et donc, vous ne changez pas d'alliance. Et donc, vous avez 3 blocs très étanches. Et s'il n'y en a pas un qui arrive à emporter la majorité, eh bien, vous avez un blocage. C'est pas que vous ne voulez pas faire de compromis. C'est pas que c'est pas dans votre culture politique. C'est pas que moi, jamais je ne ferai de compromis. C'est que vous ne pouvez pas faire de compromis. On pourrait dire, oui, mais par éthique, parce que quand même, il faut que le pays soit gouverné, vous devriez le faire. Mais si vous êtes un député socialiste, à tort ou à raison, votre vision de l'intérêt général, c'est quoi ? C'est le programme du Parti socialiste. Vous espérez qu'un jour, votre parti politique, et c'est normal, soit majoritaire et impose son programme. Si vous faites ça, si vous tendez la main à François Bayrou pour faire passer son budget, vous allez faire passer un budget dans lequel vous ne croyez pas, et demain, vous tuez votre parti et vous laissez le monopole de la gauche
à votre principal rival à gauche, c'est-à-dire à la France insoumise. Donc en fait, à long terme, vous avez sacrifié le long terme et vos idées à un compromis bancal qui vous a permis de faire passer un truc auquel vous ne croyez même pas. Donc d'un point de vue éthique et d'un point de vue politique, cette position-là n'est pas tenable. Et donc, c'est pas une question de culture, c'est une question de structure politique. Et en l'occurrence, quand vous avez une tripolarisation de la vie politique, si vous ne changez pas de mode de scrutin, vous êtes condamné à avoir cet effet, qui est cet effet de blocage. Mais je crois que c'est le moment d'y venir. Ouais. C'est le moment de venir à ce changement de mode de scrutin, parce que j'ai l'impression que sans, on n'arrivera jamais en fait à faire de coalition. Dans tous les pays qui y arrivent, dans tous les pays parlementaires qui arrivent à faire des coalitions, le mode de scrutin est proportionnel. Oui, c'est-à-dire que la proportionnelle, c'est la condition pour arriver à construire des coalitions post-électorales. Si jamais, reprenons mon exemple, si jamais vous avez une liste socialiste et qu'elle fait, je sais pas moi, 5 ou 10%, la prochaine fois, quelles que soient les alliances qu'elle pourra faire, si jamais elle ne trahit pas trop ses électeurs, elle fera aussi 5 ou 10%, elle fera peut-être un peu moins, un peu plus, mais in fine, en faisant un accord post-électoral, vous ne tuez pas le parti. Et comme vous ne tuez pas le parti, vous pouvez vous permettre de faire des coalitions post-électorales. Donc en fait, la proportionnelle, c'est un instrument, on dit c'est instable. En fait, c'est un instrument de stabilisation. Alors déjà, il faut arrêter avec cette instabilité. Angela Merkel, dans un modèle à la proportionnelle, elle a connu 4 chefs de l'État français. Donc voilà. La France n'est pas plus stable que ses voisins, soit en matière de stabilité gouvernementale, de stabilité des politiques publiques. Elle est même, bien souvent, beaucoup moins. Donc là-dessus, il n'y a pas de lien entre stabilité et mode de scrutin. La proportionnelle est même plutôt favorable à la stabilité. Mais il y a entre 50 et 80 formes de proportionnelle, selon la définition qu'on donne de la proportionnelle. Et ça, c'est le point. C'est-à-dire que faut arrêter, je l'évoquais un peu tout à l'heure concernant De Gaulle, mais il faut arrêter de dire le mode de scrutin, c'est une valeur fondamentale. Il n'y a personne qui va tomber au champ d'honneur pour le mode de scrutin majoritaire à 2 tours ou la proportionnelle. Pour De Gaulle, le mode de scrutin, c'est pas une valeur, c'est un outil, c'est un instrument. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on le met pas dans la Constitution. Parce que pour De Gaulle comme pour Debré, si l'outil fonctionne pas, faut pouvoir en changer. Ah, c'est pas dans la Constitution. C'est pas dans la Constitution, ça peut passer par une loi ordinaire. De Gaulle et Debré sont très pragmatiques là-dessus. Si jamais ça ne marche pas, on en changera. Donc, aujourd'hui, on fait ça comme on considère que c'est un point absolument intouchable, alors que c'était pas du tout dans l'esprit des fondateurs de la Ve République, bien au contraire. Et De Gaulle, encore une fois, était pour la proportionnelle en 46 parce que ça l'arrangeait. Et donc... Il était pour la proportionnelle en 46 En 46. Et donc, en la matière, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, c'est pas un mauvais mode de scrutin. Ça marche bien dans 2 cas. Quand j'ai des partis de notables, 19e siècle, pas de grands partis à représenter, on représente surtout un territoire par une personnalité, donc là ça marche bien, et en période de forte bipolarisation comme on l'a connu. Ça donne des majorités, le sentiment d'être représenté à un électorat très bipolaire. Si je suis électeur communiste dans les années 80, je suis pas particulièrement content que François Mitterrand soit président de la République, mais c'est comme la gauche contre la droite. Et si je suis un électeur de droite à l'époque, j'ai le sentiment que demain, mon camp politique pourra l'emporter, et donc à partir de là, ça crée un espoir d'alternance, et donc ça fonctionne bien. Quand j'ai une tripolarisation, une quadripolarisation, ça ne marche plus. Et là donc il faut se poser la question de quel mode de scrutin proportionnel peut être intéressant. Et il y en a encore une fois entre 50 et 80 formes. Aux Pays-Bas, si vous faites plus de 1%, vous êtes représenté. Alors évidemment, ça produit des horreurs. Ça veut dire que vous pouvez avoir des partis politiques complètement loufoques qui se présentent. On n'est pas le seul pays où il y a des trucs bizarres. Il y a eu un parti des pédophiles aux Pays-Bas. En Italie, il y a eu un parti des postiers pour lesquels les familles de postiers votaient allègrement. Donc ça faisait un petit parti déjà plus postier sympathique que les pédophiles. Oui. Alors, ils avaient une revendication, c'était le ministère des Postes. Sinon, ils pouvaient s'entendre sur tout. Donc quand vous mettez un seuil de représentation très bas, 1%, c'est le bordel. Ok. 5% en Allemagne. Il y a 6 groupes politiques au Bundestag. On en a 11 à l'Assemblée. Donc déjà, vous mettez 5%, ça rationalise votre vie politique. Il y a eu 6 listes aux élections européennes qui ont dépassé les 6%. Donc paradoxalement, ça rationaliserait beaucoup la vie politique française si on ne faisait que ça. De l'autre côté, vous avez des primes majoritaires, 1 tour, 2 tours. Le mode de scrutin le plus déraisonnablement pas représentatif que je connaisse, il est proportionnel et il est français. On le connaît, c'est les élections municipales. Aux élections municipales, il y a une élection à 2 tours. Donc, au premier tour, une grande partie des listes sautent. Et ensuite, celui qui emporte le deuxième tour a une prime majoritaire de 50%.
C'est-à-dire que même si vous avez fait 10% avec 0,01 de plus que votre adversaire, vous avez quand même une majorité absolue au conseil municipal et vous avez tous les pouvoirs. C'est une fausse proportionnelle. C'est une fausse proportionnelle, et quand on dit à nos collègues étrangers, vous savez, nous on en fait la proportionnelle aux élections municipales, et quand on leur raconte ça, ils nous disent « Ah ouais, ça existe », on dit « Ouais, c'est français ». Nord-coréen aussi, mais voilà. Donc, entre guillemets, dire c'est l'instabilité, etc. Non, il y a plein de formes de proportionnelles en la matière. Et ce qui est parfois un peu dangereux, c'est qu'en France, on a choisi des modes de proportionnel qui sont des modes de proportionnel défaillants. Ok. On a notamment fait la proportionnelle par département. Ouais. Ça ne marche pas. Et on le sait depuis quelqu'un de très neuf, qui l'a déjà critiqué dès les années 30, qui est Léon Blum. Léon Blum dit dans les années 30, faites pas ça, ça ne marche pas. Et il invente un truc qui sera dans le programme de la SFIO pendant des années et qui va être repris par les Allemands, parce que c'est le mode de scrutin allemand. Le mode de scrutin allemand actuel, il faut savoir qu'il a été inventé par des Français, et notamment par Léon Blum. Il est beaucoup plus fonctionnel. Quoi qu'il en soit, la proportionnelle par département, sur lequel souvent on retombe, et qu'on a pratiqué sous la 4e en 86, elle a plusieurs problèmes, mais le principal problème, les deux principaux problèmes, c'est que d'abord, c'est pas du tout la même élection selon les départements. Prenez le département de la Creuse, il y a un député. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui arrive en tête devient le député. C'est ce qu'on appelle un scrutin majoritaire à un tour. Et donc, ça n'a pas de sens. Le deuxième problème, qui est plus profond par rapport au problème de gouvernabilité qu'on évoquait, si j'ai un département où j'élis 2, 3 députés, 4, reprenons la gauche, c'est le plus topique actuellement. La gauche part des unis. Je suis un député socialiste dans un département où on élit 2 ou 3 députés. Si la gauche part des unis, je suis mort. Comme aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire, on ne change pas d'alliance après l'élection. On reste dans mon alliance près de premier tour, sinon je suis mort. Et donc, je fluidifie pas ma vie politique. Donc, la proportionnelle par département, déjà, ça a des effets moins représentatifs, mais sans même parler de ça, en fait, ça sclérose également mes blocs et ça ne rend pas le pays plus gouvernable. Donc si on fait une proportionnelle pour que ce soit plus gouvernable, il faut à la fois faire le deuil de nos idées préconçues sur le scrutin majoritaire et de nos réflexes, qui est de revenir aux modalités de la proportionnelle qu'on a mis en place plusieurs fois dans notre histoire et dont on sait qu'elle a de gros effets pervers et qu'elle ne fonctionne pas. Vous comprenez que ma vie est très compliquée actuellement, parce que je dois parler à des députés et je dois parler à des responsables politiques en détruisant des lieux communs. Je suis très très heureux de le faire avec vous, mais des lieux communs qui sont quand même avec les meilleures intentions du monde, mais qui sont des lieux communs très profondément ancrés et qu'il faut malgré tout tuer si on veut que le pays demain soit gouvernable et soit stable. Tout l'enjeu de votre livre, justement, c'est de tenir compte des changements qui ont eu lieu de cette nouvelle tripartition, et qu'en fait tout notre système est grippé depuis. En fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est on n'arrive pas à faire de coalition, le présidentialisme ne fonctionne plus non plus, et donc en fait on est vraiment un coq sans tête en ce moment. Et du coup, l'instauration de la proportionnelle devient beaucoup plus urgente pour qu'on ait un système qui fonctionne. Elle est en effet relativement urgente, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'un des vrais risques que l'on court, je renvoie souvent à un discours qui a été celui d'Édouard Philippe il y a 3 mois à peu près. Il fait sa rentrée, je ne sais où, et il dit, il reprend la phrase prêtée à Chirac, « Putain 2 ans ». Putain 2 ans. Alors dans le putain 2 ans, il y a sans doute une forme de sous-entendu qui est si l'autre démissionnait, on n'attendrait pas 2 ans. Ce qui est un gentil coup de sabot de l'âne d'un ancien Premier ministre à son président. Et deuxièmement, il déroule tout un truc. La Chine construit autant de 5000 km d'autoroutes, l'Inde fait autant d'enfants qu'il y a de Français en 2 ans, etc. Bref, il nous brosse un tableau terrible. Mais dans le putain 2 ans, il y a une idée très forte chez les politiques qui est pas que chez Édouard Philippe, qui est, en fait, dans 2 ans, c'est fini. Dans 2 ans, un président de la République, si possible moi, sera élu, disposera d'une majorité, et on est reparti comme avant. Et on essaiera de rattraper ce temps péniblement perdu. Sauf que, moi, je veux bien, mais actuellement, c'est pas ce que disent les cartes électorales. Il y a 2 scénarios pour 2027.
on refait un peu de sociologie électorale, mais il faut voir que la gauche est encalminée dans ses fiefs, mais elle les tient. Les insoumis se sont payés le luxe d'avoir des seconds tours insoumis contre insoumis dissidents la dernière fois. Donc aller dire que la droite ou le centre va reconquérir ces circonscriptions, voilà. Et le périurbain et le rural est à touche-touche entre le RN et ce qu'on appelle le socle commun, grâce aux reports de voix de la gauche qui seront moins évidents la prochaine fois. Ça, vous pouvez tourner les trucs autant que vous voulez. Si l'électorat se mobilise, ça ne donne pas de majorité absolue. Le seul espoir pour qu'il y ait une majorité absolue, ce serait une démobilisation de l'électorat populaire. L'électorat RN et l'électorat LFI sont dégoûtés, ils ne viennent pas voter aux législatives. Et donc vous avez 50-60% d'abstention, et là vous avez une rebipolarisation possible, quoi qu'il arrive très fragile. Pas de grande majorité pléthorique, mais vous pouvez avoir une forme de rebipolarisation. Le problème c'est que, et là, vous allez dire, oui, regardez, je suis très légitime, on va faire une réforme des retraites, la retraite à 70 ans pour tout le monde, parce que j'ai une majorité absolue. Derrière, si vous êtes élu avec 40% de votants et 10% d'inscrits, vous allez avoir des gilets pas jaunes, rouge écarlate. Macron 2017, c'est 60% des députés, mais c'est 34% des votants au premier tour, aux législatives, et c'est uniquement 15% des inscrits. Au second tour, ça monte à 18% des inscrits. Là aussi, les Français ont voulu donner une majorité au président de la République. Il y en a 18% qui sont votés, qui se sont déplacés au second tour pour voter pour un candidat à la REM Modem. Ça veut dire que même si vous avez une majorité absolue, eh ben, vous vous retrouvez ensuite avec un pays qui est un pays cocotte-minute. Et on confond avec la Ve République souvent stabilité parlementaire, parce que peur du retour à la 4e, et stabilité politique. Durant les Gilets jaunes, il n'y a pas une oreille qui bouge pour faire voter une motion de censure, mais on envisage d'évacuer l'Élysée. Idem en 68, où De Gaulle s'envole à Baden-Baden, mais où clairement la stabilité gouvernementale, d'un point de vue parlementaire, elle est assurée. Donc il faut faire attention en la matière. Quand bien même on a une bipolarisation, ce qui est clairement pas le scénario le plus probable, eh bien cette bipolarisation, elle sera de façade. Et si on n'en a pas, on se retrouve en 2027 avec le sentiment que l'élection aura tout tranché et qu'enfin on va repartir, et on se retrouve dans une situation aussi calamiteuse qu'aujourd'hui. Et là, on rentre en vraie crise démocratique. Est-ce que les Français ont besoin d'une crise politique et démocratique plus profonde et intense que celle qu'on traverse actuellement pour réaliser qu'on a besoin de changer quelque chose dans nos institutions et surtout le mode de scrutin? Et en fait, ma question, c'est quelle est la bonne proportionnelle? Parce que c'est un débat dans tous ceux qui sont un peu très politisés. On parle du mode de scrutin, ça revient souvent. Moi, je veux une réponse à cette question. Je veux avoir, parce que pour l'instant, j'en ai pas et du coup, je veux ma réponse. Alors, on n'a jamais dans ce pays changé de la Constitution à froid. On s'est jamais dit, oh, notre Constitution, elle est un peu vieillotte, on va faire une grande réunion et puis on va, voilà. Ça a toujours été à chaud. Donc, à la suite de révolutions, de guerres, de crises politiques profondes, typiquement la guerre d'Algérie pour la dernière. Donc, le risque, notamment pour les turiféraires d'une Ve République sur lequel il ne faudrait absolument pas bouger, surtout pas le mode de scrutin parce qu'on y tient, etc., c'est que on finisse par jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'était notre première question, mais le risque, c'est qu'on veuille ensuite tout réécrire et que ça se passe pas très bien. Donc là-dessus, je pense que quand on est attaché à la Ve République, ce qui n'est pas nécessairement mon cas à moi, mais on devrait y penser, justement, et arrêter de jouer les personnes un peu obtus. De l'autre côté, il est possible que si on n'a pas de majorité en 2027 et que c'est un problème, eh bien, on ait en effet à ce moment-là une réforme du mode de scrutin. Mais la question c'est, est-ce qu'il ne sera pas trop tard pour essayer de réfréner, soit, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais de vraies dérives illibérales, avec le sentiment que de toute façon le système marche plus et que donc il faut bien qu'il y ait un chef qui chef, et que j'ai fait un débat une fois avec Roger Carucci qui disait oui, les Français ils ont besoin d'un chef qui les chef. Oui, très bien, là ils vont le trouver et je suis pas sûr que les Français aient besoin d'un chef qui les chef. On n'est pas des enfants, pas plus que les Italiens ou les Allemands en tout cas, mais il y a cette idée là si vous voulez, et donc on pourrait très rapidement voir le système dériver. Soit on peut jeter la Constitution en considérant qu'il faut reconstruire totalement autre chose, soit on peut revenir en effet sur le mode de scrutin, mais ça implique à minima qu'il y ait une dissolution derrière, et à minima donc on perde 1-2 ans
de crise politique supplémentaire. Et donc ça aurait pas été putain 2 ans, ça aurait été putain 4 ans, voire putain 7 ans, si jamais on attend les législatives suivantes. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est problématique, que l'on devrait tenter de s'éviter. Maintenant, du coup. Maintenant. Mais c'est compliqué, parce que si vous voulez être président de la République depuis que vous êtes tout petit, vous vous appelez Laurent W, ou vous vous appelez Édouard P, ou vous vous appelez je ne sais qui, et depuis que vous êtes tout petit, vous dites je vais être président de la République, et pour vous être président de la République, c'est être Bonaparte, vous voyez, c'est pas être René Coty, parce que sinon vous n'auriez pas voulu faire ça, vous seriez devenu archéologue, et vous auriez ou paléontologue, vous auriez déterré des dinosaures, mais là, bon, voilà, vous voulez être président de la République pour être tout puissant. Bon, très bien, c'est un choix d'existence, et pourquoi pas, mais là, si on passe à la proportionnelle, on change quand même le modèle. Ouais. On va vous dire que vous n'allez pas pouvoir être le président tout-puissant. Vous allez, au mieux, être un président allemand, portugais, mais c'est pas ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit. Et les partis politiques ne se sont pas structurés pour ça. Ils sont structurés depuis des années pour être des écuries présidentielles. Et donc, il faut du temps pour repenser les choses, pour que les ambitions personnelles, les organisations partisanes se reconfigurent. Et ça, c'est pas évident. Et donc, il y a un effet d'inertie. Et je plaisante un petit peu, et soyons clairs, je me moque un peu, mais c'est compréhensible aussi. On évoquait tout à l'heure les débuts de la 5e. Au début de la 5e République, il faut encore une fois 10 ans aux partis pour comprendre ce qui se passe et pour reconfigurer leurs ambitions personnelles. Donc, c'est relativement classique. La question, c'est est-ce qu'on a le temps dans un monde qui est un monde en pleine décomposition et avec une situation économique et géopolitique qui n'est pas très sympathique. Non, mais la France, c'est un pays qui a 1000 ans et on s'est déjà reconstruit alors qu'on était ruiné. Donc bon, on peut toucher, creuser encore et rebondir. Et rebondir quand même, d'autant plus. Dommage pour notre génération. Exactement. Voire pour la suivante, mais in fine, tant que la France reste la France. Mais oui. Sur votre deuxième question, alors, encore une fois, entre 50 et 80 formes. Donc déjà, je peux vous donner quelques éléments, quelques variables qui m'apparaissent intéressantes et d'autres qui probablement il ne faudrait pas faire. Pour un seuil de représentation relativement élevé, j'ai évoqué 5%, ça marche plutôt bien en Allemagne. Je pense que déjà là vous avez quelque chose de relativement fonctionnel. Il ne faut pas de la proportionnelle par département. Pour les raisons qu'on a données, c'est dysfonctionnel. Si vous faites de la proportionnelle territorialisée, la magnitude minimum, c'est les régions plus près loin nôtre. Donc les régions qui existaient naguère, moi je viens d'Auvergne, donc l'Auvergne naguère existait, aujourd'hui c'était Aura, aujourd'hui c'est Aura, donc on est dans la même région que le Dauphiné. Bon, c'est peut-être un peu grand pour entrer un ancrage territorial. Si on veut maintenir l'ancrage territorial, on peut en revanche faire du fléchage, ce qu'on fait déjà pour les élections régionales. Vous avez des listes et X % de votre liste doit provenir d'un département. Par exemple, pour le mien, la liste qui se présente dans la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, doit provenir du Puy-de-Dôme. Donc, ça peut permettre de fonctionner, de garder un ancrage territorial et en même temps une magnitude assez intéressante pour ne pas scléroser ensuite ma vie politique, comme on l'a détaillé. La question qui se pose souvent, c'est la question de la prime majoritaire. La prime majoritaire, c'est un bonus en siège qu'on va donner à la liste arrivant en tête. Par exemple, aux élections municipales, on l'évoquait, si jamais ma liste arrive en tête, on me donne 50% du conseil municipal. C'est un peu caricatural, mais on peut imaginer 10%, 30%. Le problème n'est pas tant dans le fait que cette prime majoritaire existerait et permettrait de capter un certain nombre de sièges. Le problème de la prime majoritaire, c'est qu'elle change quand même l'élection. Reprenons notre vie politique là. Si jamais je fais une proportionnelle, et c'est pour ça que le RN le voulait d'ailleurs, et que tout le monde se présente sous ses couleurs, le RN arrive en tête et obtient sa prime majoritaire. Que fait la gauche ? La gauche, elle dit, on fait l'union. Pourquoi ? Parce qu'il faut la prime majoritaire. Si on ne fait pas l'union, le RN va avoir la prime majoritaire, alors que si on fait l'union, on va pouvoir arriver devant et avoir notre prime majoritaire. Que fait la droite et que font la droite et les macronistes ? Ils disent, va falloir qu'on fasse l'union, parce que sinon la prime majoritaire, vous êtes bien sympa, mais elle va aller à la gauche ou au RN. Et donc vous retrouvez vos trois pôles, et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Chacun se retrouve à nouveau à se regarder en chien de faïence, en disant, on peut plus faire d'alliance, parce que la dernière fois on est partis ensemble. C'est moins sclérosé malgré tout que dans le modèle précédent, mais ça reste quand même existant. Si on va vraiment faire une prime majoritaire, ce qui peut être intéressant,
Ce qu'on faisait en Italie il y a quelques années, c'est une prime majoritaire par apparentement. Admettons, vous avez tous les partis de gauche. Ils partent chacun dans leur couloir. Les socialistes partent en s'opposant aux insoumis, qui s'opposent aux verts, etc. Ça crée de la fluidité et chacun se compte. Mais les partis disent, si on arrive ensemble, si on arrive en tête, tous ensemble, on peut gouverner. Et comme on peut gouverner, on s'apparente, là on se tape dessus, mais in fine, si nous ensemble on fait plus par exemple de 30-40%, à ce moment-là, eh bien, comme on est apparenté, on gouvernera ensemble et vous nous donnez la prime majoritaire. Ça existe où, ça? Ça existait en Italie. Ça existait? Ouais, c'est le Rosatellum de mémoire. Voilà. Et donc c'est un modèle qui est un modèle moins pire en termes de prime majoritaire, qui peut permettre de stabiliser mon système en permettant à la fois les alliances transcoalition et en même temps en donnant une forme de prime majoritaire. Donc voilà, si on veut faire une prime majoritaire, c'est ce qui peut être intéressant. Moi, je suis plutôt, j'évoquais Blum tout à l'heure, je suis plutôt un admirateur du modèle allemand. Hein, c'est-à-dire, je trouve que le modèle allemand... C'est vrai que ça a l'air de fonctionner de loin. Ça fonctionne plutôt bien. Le modèle allemand, surtout parce que quand vous parlez aux politiques, ils vous disent « Non, mais en fait, il faut maintenir l'ancrage local ». Alors derrière, il n'y a pas forcément la volonté de vraiment représenter le territoire. Souvent, c'est l'idée que, quand même, moi, si je suis élu, c'est pas grâce au parti, hein, c'est grâce au fait que vraiment les électeurs me connaissent et que je les défends. Bon, ça, on sait que c'est pas si vrai. Hein. Enfin, on l'estime à plus ou moins 3 points, la réalité de l'ancrage local. Mais c'est dans l'esprit de beaucoup de députés. La réalité, c'est que c'est de moins en moins, hein, pour tout un tas de raisons, affaiblissement de l'espace public local, etc. Ouais, les dernières élections législatives le montrent, les députés de Macron ou ceux du RN n'avaient clairement aucun ancrage local. En 2017, vous aviez un photomontage avec Emmanuel Macron, vous étiez élu. En 2024, c'était avec Jordan Bardella, vous étiez élu. Donc, si vous voulez, en effet, je travaille beaucoup sur les sujets de régionalisme, etc. Je fais un bouquin là-dessus. Et moi, le résultat qui m'ont le plus marqué, c'était les résultats en Corse. Des nationalistes dont on pense que l'on veut sur le fond, mais ancrés, qui connaissent le territoire, qui le travaillent, qui ont tous les réseaux de mobilisation locaux, etc., tout ce que vous voulez, qui se la font disputer à 1000 voix près par des gens qui viennent une fois tous les 6 mois en Corse, qui n'ont absolument aucun ancrage, mais qui ont fait un photomontage à côté de Jordan Bardella. J'en discutais avec certains d'entre eux, nationalistes. Ils disaient, mais comment c'est possible, quoi. Donc, voilà, même en Corse, c'est la Corse, encore une fois, même en Corse, dire que l'ancrage local joue sur une élection législative, c'est beaucoup dire. Néanmoins, je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans les esprits, respectons-le. Et donc, dans ce cadre-là, le modèle allemand est intéressant. C'est une proportionnelle compensatoire. On n'a pas défini la proportionnelle. La définition, il y en a plusieurs que j'ai de la proportionnelle. C'est, en tout cas que je retiens, c'est l'adéquation au mieux du nombre de voix avec le nombre de sièges. En d'autres termes, qu'importe d'où viennent les députés. L'important, c'est que si je fais 20%, j'ai 20% des députés. C'est ce que permet le modèle allemand. Dans le modèle allemand, j'ai des députés qui sont élus au scrutin majoritaire, à un tour en Allemagne, pour imaginer à 2 tours. Et une fois qu'on a élu ces députés au scrutin majoritaire, on regarde combien pèsent ces députés. Admettons, je suis à l'ESPD et j'ai fait 20%. Mais 20% me permettent d'obtenir 200 députés. On a élu mes députés au scrutin majoritaire à un tour, et il s'avère qu'au scrutin majoritaire, j'en ai obtenu 150. Qu'est-ce que je fais avec ceux qui restent ? Je vais les chercher sur une liste au niveau national. Et donc j'ai bien fait 20%. Ça me permet d'obtenir 50 députés, ça me permet d'obtenir 200 députés, admettons, j'en ai 200. 150 ont été désignés au scrutin majoritaire, 50 ont été pris sur des listes. 20% égale 20%. Mais du coup, il y en a qui ont gagné leurs élections et qui sont sortis de la Chambre ? Alors, il y en a qui... non, parce que pour le coup, j'en ai 150 élus au scrutin majoritaire, et donc je vais chercher ceux qui me manquent sur une liste. Ok, d'accord. Alors maintenant, ils ont modifié la loi électorale. Si jamais j'en ai plus, je peux éventuellement en faire sortir de la Chambre, mais là, on rentre dans une complexité sur laquelle je vais éviter d'écraser vos auditeurs, parce que je suis un peu un geek des modes de scrutin, hein, si ça ne s'est pas vu. Mes étudiants souffrent. J'en fais 5 heures sur les modes de scrutin, je m'éclate, eux, un peu moins. Mais il y a des modalités, entre guillemets, qui permettent de rendre ce type de paradoxe gérable. Quoi qu'il en soit, ça permet de maintenir l'ancrage local du député, et en même temps, d'avoir une vraie représentativité proportionnelle. Proportionnelle compensatoire. Proportionnel sur le modèle allemand. Ouais, sur le modèle allemand. J'ai ma réponse. Si on veut maintenir l'ancrage, la gouvernabilité
et la représentativité, ce qui sont les 3 grands facteurs qui permettent d'évaluer un mode de scrutin. Actuellement, c'est le meilleur modèle, et on dit c'est le modèle allemand, j'y reviens, il n'est pas allemand, il est français, c'est eux qui nous l'ont piqué. Voilà.